Arriver les dernières personnes. Bien. Ouvrir cette séance du Conseil municipal. Bonsoir à tous et toutes. Donc, bonsoir également au public fidèle qui vient nous accompagner. Je vais proposer de pouvoir faire l'appel et je prends dans l'ordre le plus jeune. Et donc, si ce n'est pas Hervé, c'est, je crois, Erwan. Hein, Erwan ? Bien, merci si tu veux bien faire l'appel. Donc, Cornet Daniel. Poilvé Stéphane. Morand Sylvie. Fuselier Sylvie. Elle va arriver à 18h50. Pouvoir à Laetitia Gut en attendant. Hein. Rouault Philippe. Mavero Hélène. Merel Stéphane. Mahé Muriel. Moyon Armel. Longat Paul. Renaud Eliane. Burlot Christian. Gauthier Jean-François. Rose Valérie. Cran Françoise. Jacquemou Christelle. Duval Gabriel. Sourget Sébastien. Andrzeski Magali. Condé Jiménez Raphaël. Soufflet Caroline. Gandon Régis. Terrassin Swad. Coire Sébastien. Gut Laetitia. Sanson Margaret. Normand Christelle. Duval Sabrina. Blanchard Nadège. Clouet Brice. Tanou Erwan présent. Hervé Jonathan. Et Thibaudot André. Excusez-moi. D'ailleurs, je vous rappelle pour chacun d'entre nous qui prendront la parole qu'il faut actionner son micro. Donc, à commencer, voilà, je rentre dans l'exercice et puis essayer de ne pas oublier, sinon la retransmission sera problématique sur le plan technique, puisque ce conseil municipal peut être suivi en direct. Voilà. En tout cas, le conseil municipal de ce soir porte sur un point, un seul point, la présentation du projet de construction d'un lycée polyvalent à Pontchâteau. Et donc, nous allons prendre le temps de faire présentation de ce projet, de pouvoir en aborder en détail la façon dont cet équipement va donc pouvoir s'inscrire sur le plateau du Landas, et puis engager la discussion, pouvoir poser toutes questions que vous souhaiteriez autour de ce projet. Donc, l'attendu à la fin de cette présentation, c'est que nous puissions délibérer sur l'intérêt général que représente le futur lycée à Pontchâteau au titre d'un article du Code de l'environnement. Donc on doit se prononcer sur l'intérêt général. J'y reviendrai en fin de présentation et avant de délibérer. Voilà. Alors, nous avons dans un premier temps préparé
un document sur lequel vous allez pouvoir vous projeter, voir un petit peu son implantation. Et pour cela, je vais pouvoir passer la parole à Monsieur Walik, qui va nous détailler tout cela. Bonsoir. Donc, oui, peut-être quelques éléments, effectivement, avant de rentrer dans le détail de ce lycée. Redire qu'il aura une capacité d'environ 1000 élèves, qu'il sera sur une augmentation progressive de ses effectifs pour atteindre une jauge maximum de 1210 élèves, que ce lycée sera destiné à la dispense de cours et de travaux pratiques, qu'il sera un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel, et qu'il donc aura une surface de plancher pour donc tous ses besoins de 16 355 mètres carrés. En complément des bâtiments que vous allez nous présenter, la région construira également à proximité immédiate 8 logements de fonction, et que cet ensemble va s'inscrire à l'intérieur d'un périmètre délimitant une emprise de 3 hectares. Voilà. J'étais en train de faire évoluer la virgule au mauvais endroit. La région s'engage, il faut le dire, sur une démarche de haute qualité environnementale. Donc, ce sera un bâtiment haute qualité environnementale, bâtiment durable niveau excellent, avec des labellisations pour cette construction. Un label bâtiment biosourcé de niveau 2 et un label de performance énergétique BBC et EFI Énergie 2017 avec un minima niveau E2C1. Donc, c'est un très bon niveau au niveau de la qualité environnementale de ce futur équipement. Préciser également, avant de rentrer dans le détail de sa présentation, que la commune de Pontchâteau assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements connexes au lycée, tels que la plateforme et la voie d'accès des cars, par les cars, qui seront au nombre, en tout cas pour une capacité d'accueil de cars de 25 véhicules, que le parvis public en prolongement du parvis du lycée et des espaces paysagers et les cheminements doux reviennent à la maîtrise d'ouvrage de la commune de Pontchâteau, qui aura donc en charge de faire ces aménagements. Donc, pour ce qui concerne ce lycée également, la région des Pays de la Loire a adopté le principe de la construction d'un lycée à Pontchâteau lors du vote de sa stratégie d'investissement dans les lycées pour l'année 2018-2024, les 20, 21 et 22 décembre 2017, afin de répondre à une pression démographique du nord du département de la Loire-Atlantique, et en particulier dans les zones de Blain, Nord-sur-Erdre, et aussi sur notre territoire, sur notre zone Pontchâteau-Savenay. Ce lycée va aussi avoir pour objet de répondre aux formations de demain dans un territoire qui voit une population en constante augmentation, une population de jeunes en constante augmentation. Donc ce projet présente un caractère d'intérêt général, car il va permettre de répondre à la nécessité de développer les infrastructures scolaires en adéquation avec la croissance démographique dont je vous faisais part, de répondre dans l'intérêt des lycées à la nécessité de créer des équipements scolaires de proximité en proposant un équipement permettant de réduire le temps de transport des élèves, et puis d'offrir des formations de qualité aux futurs lycées dans un cadre propice à leur réussite. Voilà pour les quelques éléments principaux que je voulais vous communiquer. On va pouvoir maintenant peut-être rentrer dans le détail, Monsieur Walik. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc la première carte est un plan de situation de toute la zone du Landas. Donc, pour bien vous situer la construction du lycée et les différents aménagements. Donc là, on a la rue du Chêne-Vert, la rue Gutenberg, le village de Launay avec la rue de Launay, la route de Saint-Roch, la rue du Chardonneret, la rue du Moulin et également la rue du Grand Savoir. Donc là, vous avez toute l'emprise, l'ensemble du lycée, l'emprise du lycée. Il faut que je vous indique aussi l'ancienne voie ferrée. Et donc le lycée qui est situé ici et les logements de fonction
qui donneront sur la rue du Chardonneret. Donc en ce qui concerne l'aménagement des abords, donc on va prolonger la rue du Grand Savoir vers un stationnement de bus de 25 unités. Et entre ce stationnement de bus et l'entrée du lycée, il sera aménagé un parvis. Et donc sur cette partie-là, on a les circulations piétons et deux roues. Donc, je vous explique là tout ça sur une autre diapo. Et donc, il sera également réalisé la requalification de la rue du Chardonneret. Donc du giratoire du gymnase du Landas jusqu'à l'ancienne voie ferrée. Donc, avez-vous des questions sur cette première carte? S'il y a des choses que vous souhaitez que je précise. C'est une petite précision, j'ai oublié, ça permet d'en parler sur cette grande carte. C'est surtout là donc on va avoir des camions de chantier. Je le précise sur cette carte parce que ça permet c'est beaucoup plus simple. C'est qu'on va avoir tous les camions qui vont arriver à vide par la rue de Saint-Roch, qui vont emprunter la rue du Chardonneret, qui vont entrer dans le chantier à cet endroit-là. Alors ça, ce sont tous les camions à vide, mais tous les camions à plein de remblais, on a trouvé une solution, plutôt que de passer par la rue du Moulin et la rue de Launay. Donc dans le village de Launay, on aurait quand même créé beaucoup de nuisances sonores et abîmé les voiries. On a trouvé la solution de passer par l'ancienne voie ferrée. Donc cette ancienne voie ferrée va être aménagée, remblayée, un petit remblai assez léger parce qu'il c'est déjà bien remblayé. Bien sûr, c'est comme ça. C'était emprunté par des trains. Il y a quand même une fondation qui est très importante. Et donc les camions repartiront par la rue Gutenberg, donc par la zone industrielle du Landas, sans gêner les riverains du village de Launay. Donc ça, c'est important de le préciser sur cette carte. C'est un point important. Il faut savoir que ce que nous vous présentons ce soir, nous l'avons aussi présenté dans un temps d'échange privilégié avec les riverains, qui vont être ceux aux premières loges des travaux qui vont bientôt commencer. Donc on a ainsi pu recueillir toutes leurs observations et aussi répondre à certaines de leurs questions. Donc la circulation des poids lourds avec cette solution va limiter les nuisances. Il y en aura parce que des travaux engagent toujours de l'inconfort dans les circulations, des temps au feu, etc. Mais s'agissant des norias de camions qui vont venir emporter les déblaiements, là on est sur une solution avec cette solution de voie, ex-voie ferrée, et puis après on passe sur un réseau routier qui est un réseau routier de la zone économique, donc qui est calibré pour recevoir des poids lourds. Donc là on limite vraiment au maximum la circulation, en tout cas aucun poids lourd chargé ne passera dans la rue de Saint-Roch. Ils passeront à vide, mais ils repartiront par les voies en direction de la zone économique quand ils seront chargés. Et ils vont même essayer toutes les toupies de béton qui viendront alimenter le chantier, sans doute passeront également par là, du coup. Ceux-là, ce sont des camions chargés, et à vide, ils repartiraient par là. Ça, c'est une solution qui va être proposée à l'entreprise de Gros Œuvres. Donc, ce qu'il faut le savoir pour les terrassements, c'est plusieurs centaines de camions par jour, dans les premiers temps, en novembre et décembre cette année. On pourra revenir s'il y a des questions si cette vue-là est pratique, on y reviendra. Oui, c'est bon pour moi. Donc là, c'est une vidéo qui nous a été adressée par l'architecte, qui est très intéressante. C'est toujours compliqué de lire des plans, des vues en plan, et une vidéo comme ça en 3 dimensions, c'est très, très agréable. Donc on va vous la dérouler, l'arrête peut-être assez souvent pour bien expliquer. Donc là, on a le CDI donc l'entrée ici peut-être un peu vite. On peut faire des pauses successives.
Autrement, ça... Oui, parce que j'ai regardé tout à l'heure, on peut faire des pauses. Normalement, ça va tout à l'heure. Le remettre au début, et puis ça peut bien expliquer l'entrée, le parvis, dérouler un petit peu du... Oui, on aurait dû... On n'a pas fait de répétition. Hein. Donc là, on peut je peux déjà vous expliquer le parvis, qui sera végétalisé. Hein, là, il est un peu sec. Il y a 2 passerelles d'accès au lycée. Là, c'est... Donc, je reprends donc le parvis, et vous avez ici, j'aurais bien aimé rester un petit peu là-dessus pour que je puisse présenter l'entrée, parce que c'est important. Ici, on a une passerelle qui va vers les abris de roues non motorisés, et une passerelle piétonne, donc les lycéens arriveront par bus, juste à cet endroit-là, iront sur le parvis et entreront dans le lycée à partir d'une passerelle double, avec un trou au milieu de la passerelle. Et ici, vous avez également ils ont la possibilité de venir jusqu'à la zone humide. Donc ce sera un belvédère qui va être réalisé à cet endroit-là. Donc là, l'entrée du lycée. Et là, on a une particularité, hein, c'était une demande de la direction départementale des territoires et de la mer, c'était c'était de reconstituer un ruisseau qui démarre rue du Grand Savoir, reconstituer un ruisseau qui se jette dans la mare. Pour ceux qui connaissent le site, il y a une mare à cet endroit-là. Et donc, ouais, pour voir comment on peut l'arrêter petit à petit. Oui, il y a la pause. Voilà. Oui. Il y a ça et ça, puis c'est pause. Voilà, comme ça permet de... Donc, ce que je disais, il y a le belvédère et tout ça, ça passera au-dessus du ruisseau. Aujourd'hui, c'est une canalisation d'eau pluviale qui a été posée il y a plusieurs dizaines d'années. Et la demande de la DTTM, c'est de remettre ce ruisseau, reconstituer ce ruisseau, de capter toutes les eaux pluviales vers ce ruisseau et de l'emmener vers la mare, qui servira d'exutoire. Donc cette partie-là, ça c'est le CDI. Au début, on a l'entrée, bien sûr l'accueil avec les bureaux de chaque côté, on va les voir après. Mais là, on peut oui, dérouler. Pour l'instant, le ruisseau n'est pas du tout visible. Le ruisseau n'est pas du tout visible. Il va être reconstitué. Oui, il va être refait. Il va être curé. Enfin, il va être complètement refait. Parce qu'il n'existe plus du tout. En fait, il n'a plus de fonctionnalité. Il n'a plus aucune fonctionnalité de... Oui, il y a plusieurs dizaines d'années. Moi, j'ai pas connu ce... Région. C'est la proposition aussi de la région et notre proposition commune de rouvrir ce ruisseau qui est actuellement busé, oui, et de lui redonner toutes ses fonctionnalités initiales et donc de pouvoir jouer son rôle aussi par rapport à la biodiversité, donc l'alimentation naturelle de la mare. Oui, oui. Ben, ça permettra à terme d'éviter l'assèchement des zones humides, c'est ce qu'il souhaite. Oui. Donc là, ensuite on peut s'arrêter là, vous avez ici l'internat, au premier et deuxième étage, et en dessous, qui se prolonge un petit peu sur le côté, c'est la partie restauration. Là on a les salles de classe, sur 2 étages, et on va les voir tout à l'heure à l'intérieur, parce qu'il y a une vue intérieure.
là, on peut continuer. Là, voilà, on a la restauration qui est ici. Et là, on a parle d'une extension. Je suppose qu'elle oui, elle est pas. Ils ont prévu une extension pour des salles de classe. Et là, à l'arrière, on voit marqué, ce sont les ateliers pour toutes les sections techniques. Donc là, si on peut s'arrêter aussi. Donc là, vous avez la rue du Chardonneret. Donc les riverains. Là, on a la rue qui va vers l'Ormois-Lurin. La voie ferrée dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous le remontrerai sur notre carte, mais toute la haie qui existe aujourd'hui le long de la rue du Chardonneret va être conservée en totalité. Et même renforcée, je vous montrerai tout à l'heure, par des plantations d'arbres et d'arbustes. Et là, donc, on voit la mare, on voit le ruisseau, encore un peu mieux. Et là, aujourd'hui, c'est le parvis, la zone de stationnement des bus. Et ici, ceux qui connaissent bien le site du Landas, on a le cheminement, un chemin d'exploitation qui va vers la voie ferrée et qui passe sous la voie ferrée par un petit tunnel. Alors ça, il faut bien connaître le secteur. Comment ? Tout petit. Donc il sert régulièrement à des enfants ou à des adultes pour venir vers le complexe sportif du Landas. Voilà, merci. Un petit chemin qui était effectivement déjà utilisé par tous ceux qui peuvent venir à pied de chez eux sur le plateau sportif. Oui, et voilà. Aussi quelques collégiens aussi qui commencent à l'emprunter, qui habitent Launay. Et effectivement, depuis l'ouverture du collège, il y a aussi tous les collégiens qui peuvent donc venir sans emprunter la route, ils passent à pied. par là. À tous ceux qui sont à proximité, qui viennent à pied. Oui. C'est ça. Donc là, on va relancer le diaporama. Donc là, on va arriver à l'intérieur du... C'est intéressant, donc là, vous avez l'entrée du lycée, donc la passerelle avec un trou au milieu pour voir le ruisseau en dessous et les zones humides. Et là, donc, on va aller vers le lycée, donc c'est intéressant. Donc là, hall d'accueil, avec les bureaux de chaque côté. Donc le CDI qui est juste au-dessus, avec de part et d'autre les salles d'enseignement. Donc après, ce ne sera peut-être pas exactement comme ça, mais ça y ressemblera beaucoup. Donc les parties vitrées là n'existeront plus. Et là, on arrive dans le préau bioclimatique. Donc c'est un préau qui se situe entre deux cours à l'air libre. Et donc ça permet de rejoindre le hall vers les salles de classe, sur à l'abri. Et donc on va à l'étage, on va se diriger vers les salles d'enseignement, l'espace de convivialité ici. Il y en a plusieurs, il y en aura plusieurs dans le lycée. Et là, on arrive au CDI, Centre de documentation et d'information, bibliothèque. Donc vous l'avez vu en parcourant les salles intérieures, que c'est largement ouvert sur le paysage et sur son environnement. C'est très lumineux et il y a beaucoup de vitrages très lumineux. Dans la journée, je ne pense pas qu'ils ont besoin de beaucoup d'éclairage. Oui. Donc là, le CDI. Donc on va pouvoir continuer. Là, on passe dans les cours, très arborés, beaucoup de mobilier. Et là, on arrive à la salle de restauration. Donc là, une très grande salle de restauration pour 1000 élèves, il y a plusieurs services, bien sûr. Salle de restauration. On repasse dans le préau bioclimatique pour aller vers une autre cour. Et on doit aller vers le foyer et la maison des lycéens. Donc on l'a passé là tout à l'heure. C'est pas grave. Et du coup, on se dirige vers les ateliers. Alors, je ne pense pas qu'il n'y a pas de vue sur les ateliers. Et donc on va refaire le tour. On revoit le ruisseau ici. Et on revient vers l'entrée du lycée. Là, ce sont les ateliers qui sont ici, les salles de classe, enseignement.
et là, l'entrée. Donc on a fait un tour complet du... Donc c'est très intéressant, hein, je pense, ce type de vidéo. Ça permet de... On est déjà dans l'ambiance du lycée. On n'est pas tout à fait en 2023, mais presque. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur la présentation de la vidéo, s'il vous manque des... Là, je me demandais, j'ai l'impression qu'on voit des toitures végétalisées. Oui, alors je crois qu'ils ne vont pas en mettre partout, mais il en est prévu, oui, des toitures végétalisées. Non, pas sur ce... non, ils n'en ont pas prévu. Non, ils n'ont pas voulu. Alors c'est une chaudière bois par contre. Les photovoltaïques, ils l'ont essayé sur d'autres lycées, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que bien sûr le lycée est fermé l'été. Et aux périodes mi-juin jusqu'à fin août, les panneaux photovoltaïques n'ont pas d'utilité. Oui, mais alors, c'est ce qui nous avait donné comme explication. Ouais. Oui. Sur la question qui a été posée, la toiture pourra-t-elle accueillir donc des panneaux photovoltaïques, hein, dans la conception du lycée lui-même, ça n'a pas été prévu. Par contre, on a des espaces et des aires de stationnement de cars sur lesquels on pourra travailler aussi à un projet de couverture. C'est une faisabilité à vérifier, technique, hein, mais on pourra travailler cette question de couverture, peut-être d'espace de parking, même environnant, pour réfléchir à un portage de panneaux photovoltaïques pour couvrir des espaces de stationnement. Donc nous en avons déjà des stationnements en proximité, et plus celui des cars. Donc on verra s'il y a opportunité, faisabilité technique, mais c'est une orientation possible à étudier. En parlant des cars scolaires, on ne voit pas la circulation des cars scolaires? Oui, je vais le détailler tout à l'heure. D'accord, ok. Oui. Donc là, on a un plan de masse, hein, du lycée avec donc le périmètre. Ici, la rue du Chardonneret, l'ancienne voie ferrée qui est ici. Et donc on a 4 entrées. L'entrée des lycéens par le parvis. On a une petite entrée aussi sur le côté pour les 2 roues non motorisées. Là, cette entrée, c'est pour les logements de fonction qui accèdent par la rue du Chardonneret. On a également une entrée face à la voie qui va vers la rue de l'Ormois-Lurin pour les livraisons des ateliers pour les sections techniques. Et cette entrée qui est près de l'ancienne voie ferrée, là, ici, c'est pour le personnel administratif, on a un petit parking de 30 places. Pour les livraisons de la restauration, et la livraison du bois pour la chaufferie. Donc ça se situe ici, la chaufferie étant là. Donc là, il y a une possibilité de se retourner pour les poids lourds qui viendront amener le bois en plaquettes à cet endroit-là. Donc là, pour vous situer, on a l'entrée, les locaux d'enseignement, la restauration, l'internat et les ateliers pour la section technique, le préau-bioclimatique à cet endroit-là. Voilà, sur le plan de masse. Alors, oui, je vous parlais tout à l'heure de l'aménagement paysager. Donc là, ici, on a les ateliers pour les sections techniques et la rue du Chardonneret. Donc là, on la voit ici. C'est la haie qui va être conservée tout le long, sauf sur cette partie-là, parce qu'il faut bien accéder aux ateliers. Et vous voyez tout ce qui est en jaune, QR et CS, on ne me demandait pas, ils n'étaient pas eux non plus capables de donner les essences d'arbres et d'arbustes. Ils vont renforcer les plantations le long de la rue du Chardonneret par des plantations d'arbres et d'arbustes sur tous ces endroits. Intéressant ici, c'est que l'on conforte un linéaire végétal existant
on ne le touche pas, on n'y touche pas et on le conforte. Ça veut dire que le bâtiment, sur son emprise côté voirie, n'aura pas un effet masse, mais il y aura bien un rideau végétal. Et puis, vous l'avez vu, la façade, elle était vidée. Hein, ce n'est pas un linéaire rectiligne. Il y a deux parties, et la partie du milieu était vidée, ce qui ne donne pas un sentiment de présence trop forte du lycée et de ce bâti, on va dire, par rapport à la voirie, quoi. Et par rapport à la rue du Chardonneret, les ateliers, ce sont les bâtiments les moins hauts. Les ateliers sont les bâtiments les moins hauts côté Chardonneret. Côté rue du Chardonneret, voilà. Pour les riverains. Il y a moins d'empreintes fortes du bâtiment à cet endroit-là. Si on passe après à des R+2, mais là on est plutôt à 5-6 mètres de haut, pas plus, au niveau des ateliers. On peut passer là. Donc pour ce qui concerne le lycée, donc le début du chantier va se faire en octobre, par la mise en défense du site, là je vous en parlerai tout à l'heure, l'installation de la base vie également. J'ai rajouté, parce on a eu quelques débuts de planning, hein, il n'est pas encore tout à fait calé, mais on a les grandes lignes. C'est qu'en novembre et décembre, on va voir 2021, on va voir tous les terrassements et les réalisations des plateformes pour la construction des bâtiments. Et à partir de janvier 2022, on a le début du gros œuvre. Donc l'ouverture des lycées est prévue en 2023. Donc là, on va passer à la base vie. Alors c'est un plan assez fourni, mais plus vers les entreprises. Hein. Mais il y a quelques détails intéressants, notamment, là où je vous replace encore le lycée, ici, les logements de fonction, la rue du Chardonneret, l'ancienne voie ferrée. Et donc là, c'était un plan d'installation de chantier, c'est-à-dire que là, vous avez tout vous avez l'installation du chantier dans sa globalité. Et donc ici, vous allez avoir la base vie qui va se situer derrière les logements de fonction, le long de la limite du lycée, avec un stationnement des employés du chantier sur le gymnase du Landès. Donc c'est intéressant parce que ça fait au moins un parking de moins à réaliser, même en provisoire. Donc là, les employés se gareront à cet endroit-là et iront à pied, en faisant ce circuit, vers la base vie, pour aller changer, pour le déjeuner le midi, et ensuite aller vers le chantier en passant sur une passerelle. Est-ce qu'il est hors de question, voilà, ça a été demandé par la direction départementale des territoires de la mer, de passer en véhicule dans la zone humide et au-dessus du ruisseau. Donc là, il n'y a que des piétons qui passent à cet endroit-là. Et les anciens chantiers, comme je vous expliquais, donc vont passer par on les voit ici, vont passer par la rue du Chardonneret, rentrer dans le chantier à cet endroit-là, donc à vide, et ressortir, une fois le chargement fait de déblais, par l'ancienne voie ferrée. Voilà. Donc là, on voit ici, il y aura 2 grues sur le chantier, on voit les empreintes ici. La deuxième un petit peu moins, là, moi, elle est d'une couleur trop claire. Il y a 2 grues. Et ben voilà, ça c'est le plus important. Donc la base vie, il y aura bien sûr salle de réunion, sanitaire, bureau. Une question, le ruisseau il va être créé à quel moment? Le ruisseau, lui, il va être créé, ça j'ai pas le détail précis, mais pour nous, il faut qu'il soit créé avant avril 2022. On va avoir après je vais vous expliquer après l'aménagement des abords du lycée, on va avoir tous les terrassements et forcément un bassin de rétention, il faut que l'eau aille vers ce ruisseau. Est-ce que vous avez des questions sur c'est un plan c'est un plan très technique, hein, c'est plus bien sûr pour par rapport à l'ouverture du ruisseau, est-ce que le SBVB est impliqué, est partenaire de
Non, Ou pas pour l'instant non, mais ils peuvent être associés si besoin. Ouais. Enfin, il faut savoir qu'il y a un écologue qui a été nommé sur le chantier. Enfin, il y a différents bureaux d'études environnementaux, mais on pourra les associer si besoin, s'ils veulent le souhaitent. Ouais. En fait, il a été prévu dans les modalités après d'accompagnement de ce lycée, de son implantation, il a été prévu la mise en place d'un comité scientifique. Donc, ce qui veut dire que nous aurons des temps de travail et de mise en commun pour accompagner les mesures environnementales qui ont été donc inclus dans le dossier environnemental, leur application. Donc, je peux confirmer que le syndicat du bassin versant du Brivet fera bien partie du comité scientifique. Et donc, à cette occasion, en dehors de ce comité, pourra être associé aussi avec les autres associations environnementales sur la question de l'ouverture de ce ruisseau, qui est actuellement canalisé. Voilà. Et il y a peut-être sur la slide d'après quelque chose qui nous dit de la précaution qui a été prise. On appelle ici, c'est peut-être un terme technique, la mise en défense des habitats sensibles, mais c'est quand même très important d'insister sur, vous voyez, la séparation du site. On a fait en sorte que les espaces naturels soient, on appelle, mis en défense, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas les traverser d'une quelconque manière pendant toute la durée du chantier. La mare, le vallon humide, les haies qui entourent le site du futur lycée seront mises en défense via la pose d'une clôture bâche permettant de réduire les risques de pollution et d'interaction avec la zone chantier. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il n'est pas question d'enjamber avec des véhicules. Donc il y aura des circulations à l'intérieur plutôt prévues par des passerelles piétonnes pour la circulation des... On retrouve ici la passerelle piétonne que j'indiquais tout à l'heure, d'accès à partir de la base vie. Et donc tout ça c'est fermé. Donc la mare, le vallon, les zones humides qui sont ici sont protégées. Alors attention, les barrières bâches, ce sont des bâches qui sont enterrées de 30 cm dans le sol. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de passage. Même les animaux qui seraient effrayés, qui viendraient vers le chantier, ils ne peuvent pas rentrer. Par contre, ils vont être évacués avant, bien sûr, avant le terrassement, avant les rebroussailles. Mais donc, c'est énorme, vous voyez, tout le site est fermé. Et en plus, il y a des barrières à race. Donc, ce sont des barrières à race qui sont équipées de bâches. Et là, il y a en plus des barrières à race. Pour éviter que les piétons des piétons étrangers au chantier puissent venir à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette zone protégée, il y a un accès piéton qui est mis en place depuis le nord du site et c'est le seul passage autorisé dans le vallon. C'est important de le dire, donc c'est très réglementé. Donc on revient sur le détail des aménagements des abords du lycée. Parlez plus fort peut-être, je sais pas. Ah pardon, excusez-moi. Donc on se retrouve avec ici, donc je disais le prolongement de la rue du Grand Savoir, le long de la piste d'athlétisme, donc pour arriver sur une plateforme qui va accueillir 25 bus. Ici, c'est un petit giratoire qui permet aux bus de bien venir se diriger vers leurs places, leurs différentes places. Et donc, cette partie-là va être entièrement, bien sûr, paysagée. Donc, on a un cabinet qui a été nommé cabinet Obio qui va déterminer, en relation avec les services espaces verts de la collectivité, les essences d'arbres, d'arbustes sur cette partie-là. On a donc le parvis qui se situe donc entre bien sûr le long du parking des bus et juste avant l'entrée
du lycée. Ensuite, pour les 2 roues, piétons aussi, et 2 roues non motorisées et motorisées, donc on a un accès par le parking du gymnase du Landas. Donc on réalisera un arrêt minute pour les véhicules. Donc les piétons descendront des voitures et pourront se diriger vers le parvis. On a également les 2 roues non motorisées qui arriveront par là et qui se dirigeront aussi vers le parvis, et ensuite une passerelle permettant d'aller vers l'abri de roues qui est à l'intérieur du lycée. Et un 3e type de véhicule, ce sont les 2 roues motorisées. On va leur faire un accès spécial par le giratoire à cet endroit-là, entre la rue du Chardonneret et l'accès au gymnase. Donc ils ont un accès par ici pour aller directement vers l'abri de roues motorisé qui se situera ici. Et ensuite ils iront ils remonteront par un escalier pour aller vers l'entrée du lycée. Donc concernant le captage des eaux pluviales, donc on capte les eaux pluviales pour la voie que l'on va créer à cet endroit-là par des fossés qui vont envoyer l'eau dans une noue pour pas que l'eau aille qu'on a trop d'eau qui arrive au même endroit. Donc on fait une noue assez large pour que les eaux puissent se répartir et être envoyées après dans le bassin de rétention. Et ensuite sur le parvis et sur le stationnement des bus, ce sont des caniveaux à fente d'une très grande longueur qui permettent de capter l'eau à cet endroit-là, ici, là et là, et ensuite tout diriger vers le bassin de rétention. Le bassin de rétention, lui, il sera équipé de végétaux pour faire de la phytoépuration, donc pour débarrasser parce qu'on aura des hydrocarbures, bien sûr, issus des véhicules. C'est une petite chose. On a aussi un petit parking pour les personnes à mobilité réduite, pour les lycéens qui sont à mobilité réduite, ils seront stationnés ici. Donc ce bassin de rétention donc, qui captera toutes les eaux pluviales à cet endroit-là, donc équipé de végétaux pour la phytoépuration. Et ensuite, ce qui a été validé par la DTTM, c'est qu'on envoie à raison de 3 litres par seconde les eaux vers le ruisseau qui va être créé, et ensuite les eaux se dirigeant vers la mare. Tout ça, c'est pour éviter d'assécher justement la zone humide qui est ici. Et là, à cet endroit-là, il va être créé un immense espace vert pour les lycéens avec du mobilier, des arbres, des arbustes, des cheminements piétons qui viendront de la rue du Chardonneret. Ça, je vais vous expliquer sur l'autre carte, la rue du Chardonneret. Je vais peut-être accélérer, non ? Oui. Du coup, la rue du Chardonneret, donc là, je disais qu'il va être créé 2 arrêts minutes, un de chaque côté de la rue, pour que le piéton puisse aller vers le parvis et l'entrée du lycée. Et ensuite, donc la rue du Chardonneret va être entièrement requalifiée par une CVCB, une chaussée à voie centrale banalisée. Vous avez déjà un exemple sur Pontchâteau, entre la rue des Lauriers et Missillac, la Croix d'Eau. C'est une voie qui n'est pas très large, équipée de bandes cyclables de chaque côté. Quand vous n'avez pas de véhicule, vous roulez entre les bandes cyclables, au milieu. Quand vous n'avez pas de véhicule en face, pardon. Quand vous avez un véhicule en face ou un cycliste, vous vous rabattez sur la droite, derrière, et vous attendez que le véhicule soit passé pour doubler le cycliste. Donc ça permet de réguler la circulation, que les vitesses soient moins excessives. Et on a aussi, pour compléter l'aménagement, réalisé 3 plateaux piétonniers à cet endroit-là, au niveau du poste de refoulement, là juste à côté des logements de fonction, au carrefour avec la rue de l'Ormois-Lurin, et à cet endroit-là, juste au niveau de la voie ferrée, pour qu'elle puisse être traversée par des piétons en toute sécurité.
On crée aussi des cheminements piétons-vélos le long de la rue du Chardonneret, à partir des pistes cyclables. Et ici, piétons-vélos aussi de l'autre côté, dans le terrain qui est boisé après le terrain stabilisé, si vous voyez, juste avant les rives. Voilà, moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions. La nouvelle voie qui va être créée pour les bus scolaires, elle arrive où après de l'autre côté? Alors, si on va peut-être reprendre le premier plan, tout premier plan, j'avais montré. C'est que ça, c'est la rue du Grand Savoir qui va vers le collège, et un stationnement ici, et le gymnase Jean Galfione. La piste cyclable, la piste d'athlétisme. Et donc, on fait à partir de là, juste après le virage, hop, on longe la piste d'athlétisme pour arriver derrière la piste d'athlétisme. Tout ça, bien sûr, ça va être aussi éclairé. Hein, je l'ai pas dit, mais on fait un éclairage aussi public de tous ces aménagements. Qui permet d'utiliser une partie de la voirie qui a été faite pour le collège, puisque cette partie-là a été faite pour le collège, donc du coup ça mutualise pas mal d'équipements par rapport oui, ça évite de créer une voie juste pour ça, quand on ne crée pas une voie spécifique mais juste un petit bout de voie jusqu'au parking. Sylvie, oui. À toi, Sylvie. C'est une petite question, petite précision. Vous avez dit qu'il y avait 25 bus. Oui. Et par comparaison, au collège, ils en ont combien Ils en ont à peine 15, ah oui, entre donc 12 et 15. beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Oui, c'était ça, merci. Ouais. Si vous n'avez pas d'autres, en tout cas, parmi les questions. Oui, allez-y, sur les questions, les remarques, allez-y. Sur la rue, du coup, qui va être créée là, le long de la piste d'athlétisme, est-ce qu'on a innové sur l'éclairage? Ah oui, on est parti sur des LED. Ça va être de l'éclairage LED partout. Hein. D'accord. Oui. Et est-ce qu'on a pu aller jusqu'à mettre des panneaux photovoltaïques sur le candélabre afin de... Là, il y en a tellement que ça va coûter extrêmement cher de mettre des panneaux photovoltaïques sur chaque... ça va obliger à les mettre sur chaque candélabre. Oui. Et du coup, on n'est pas relié au réseau. Et du coup, on va être relié au réseau, là. Oui, mais c'est ça. Donc on reste ici, sur de l'éclairage classique. Ça sera, oui, enfin classique en LED, quoi, comme il existe déjà. Mais quand c'est en général, quand même, les candélabres avec panneaux photovoltaïques sont utilisés quand il y en a un ou deux. Enfin, par exemple, pour éclairer une aubette, qui est éloignée d'un éclairage dans un village, ça a du sens. Mais là, on va se retrouver avec, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de candélabres, et notamment des très gros sur le parking, sur ce parking là. On va essayer de mettre des candélabres à 3 ou 4 directions de projecteurs. Donc bien sûr, ça, au niveau photovoltaïque, il faudrait quand même des grosses puissances, quoi. Ça s'étudie, donc ça participe aussi de la réflexion globale que nous avons, que donc Régis anime sur la question de l'éclairage public la nuit, l'éclairage nocturne. Il y a eu un travail conséquent de fait pour réguler. Régis peut en dire quelques mots, parce que nous sommes aussi dans une volonté avec la labellisation ville étoilée. On peut dire 2 mots sur cette question-là, parce que évidemment, c'est peut-être encore une source lumineuse qui pourrait apporter des désordres ou contrarier la faune environnante, mais on peut expliquer en 2 mots aussi qu'on a possibilité de réguler tout ça. Je passe la parole à Régis. Ouais, donc par rapport aux panneaux photovoltaïques, donc il y a eu un calcul de rapport qui a été fait. Effectivement, au-delà de 3 candélabres, ce n'est pas rentable. Donc de ce côté-là, on en avait discuté avec Ludovic par rapport au futur lycée. Il y aura une extension du réseau. Bien sûr, de toute façon, maintenant, c'est que du LED. C'est fini parce qu'on attaque
la transformation des lampes à phosphore et tout ce qui est énergivore. Ensuite, il y aura une adaptation par rapport aux horaires. Ça ne sera pas éclairé le week-end, c'est pas la peine. À part peut-être au niveau des logements, on parlait tout à l'heure, tu parlais des logements de fonction. Donc ça, il y a peut-être une réflexion à avoir de ce côté-là. Mais l'accès au lycée, ça sera bien sûr, il y aura des horloges astronomiques avec de l'éclairage en semaine et pendant les heures d'école, en fin de compte. Par contre, les vacances, par rapport au groupe de travail éclairage, moi je vais commencer à orienter par rapport à adapter l'ensemble des horloges astronomiques aussi sur les vacances scolaires. On demande, et c'est demandé par la population, c'est que les aubettes, ils veulent protéger les enfants. C'est ce qu'on avait ressorti de l'enquête qu'on avait un petit peu menée, c'est protéger les enfants pour qu'ils aillent de leur domicile à l'arrêt de bus et à revenir. Maintenant, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les aubettes de bus. Elles ont été prises en photo. Il y a eu savoir si elles sont éclairées, si elles ne sont pas éclairées. Et il y a aussi une aubette de bus qui a été demandée il y a 10 ou 15 ans, parce qu'il y avait des enfants dans le village. Elle n'est peut-être plus utilisée à ce jour. Donc ça, il y a aussi un travail de ce côté-là qu'il y a à faire. Et je reviens sur les candélabres avec des panneaux photovoltaïques isolés, justement pour les aubettes. Et ça peut être une réponse à apporter sur des demandes un peu spot vis-à-vis de l'arrêt scolaire, quoi. Dans la continuité, après moi je connais pas le surcoût des panneaux, enfin des éclairages solaires, mais c'est aussi atteindre l'objectif qu'on a vu hier soir sur les plans climat, de tendre vers, on produit autant d'électricité qu'on en consomme sur le territoire. On a aussi cet objectif-là, donc l'intérêt si ce n'est pas des surcoûts déraisonnables, l'intérêt de mettre de l'autonomie et de les photovoltaïques, c'est ça, c'est de ne pas augmenter sans cesse nos consommations et de chercher à rapprocher notre courbe consommation et production. Après, voilà, il faut que tout s'étudie, mais il ne faut pas qu'on perde aussi cet objectif-là de vue. Justement, par rapport à ça, comme disait Dany tout à l'heure, l'étude d'ombrière, autre chose qui se ressemble dans le secteur et qui pourrait être un apport pour l'électricité pour l'éclairage de façon globale, que ce soit pas un panneau par luminaire, mais des panneaux de façon un peu plus large et qui alimentent tout le secteur. C'est une réflexion qu'on peut mener. Ouais. Juste une précision, les panneaux photovoltaïques, ils ne marchent que quand il y a de la lumière, quand il fait jour. Donc ça ne sert à rien d'allumer quand il fait jour. Donc il y a des batteries. Et c'est surtout le problème des batteries qu'il faut résoudre, avant le problème des photovoltaïques. Aujourd'hui, les batteries, on connaît tous le sujet sur les voitures électriques. Hein, on cherche à gagner en autonomie. Même le petit poteau électrique, avec sa lumière, il faut qu'il puisse tenir toute la nuit. S'il n'a plus de batterie à 6 h du matin, c'est pas la peine. Mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça ne va pas être éclairé toute la nuit, donc le besoin n'est pas forcément aussi important que lorsque tu as un éclairage continu, quoi. Moi, j'ai une interrogation sur la virgule qui est à côté de la piste d'athlétisme à droite. Je ne sais pas si tu peux me montrer, Guy, avec le laser. Il va y avoir la desserte de bus qui va partir vers le nord, voilà, là. Et juste à droite, il y a une sorte, si tu peux remonter jusqu'au bout de la rue, là. Donc à droite, là, il y a une partie juste à droite. Voilà, ici. Les bus, ils vont sortir de la zone par là. Ouais. Moi, pour avoir emmené ma fille souvent à la gym, dans ce passage-là, je trouve qu'il est quand même dangereux. Ouais. Et je me dis que les gens qui vont venir, en fait, les gens, ils vont pas prendre l'arrêt minute qui va être à l'entrée du Landas. Ils vont forcément venir de l'ouest pour prendre cette rue et déposer leurs enfants au parking, qui est très très bien, le parking de Jean Galfione. Et il va y avoir là des bus en face des voitures. Et moi, je dis que là, il va y avoir un point un peu chaud. Ouais, mais de là à faire le tour en voiture pour déposer forcément tous à la même heure, au même endroit, leurs enfants. Enfin, on l'a tous.
Et moi, je trouve ici, pour l'avoir pratiqué, 2 voitures qui se croisent, c'est limite. Et un bus qui croise une voiture, ça sera limite. Alors là, il faudra... On va apporter quelques précisions. Je viens de préciser qu'on va faire un élargissement de la voie ici. Oui, ouais, d'accord. On élargit la voie sur cette partie-là. Tout le long. Oui. Oui, les 2 cars se croisent. Hein. Quand on va faire l'élargissement de la voie, ils vont se croiser. J'entends la remarque et c'est vrai qu'il y a des précautions à prendre sur la façon dont les circulations et le règlement aussi à respecter en matière de lieux de dépose, minutes, etc. Parce que là, il ne s'agit pas de voir des voitures s'intercaler dans une noria de car le matin. Donc je pense qu'on a des problématiques comme celle-là sur des écoles en centre-ville où à certaines heures, les voitures veulent absolument s'intercaler entre 2 cars dans une noria de car qui est en train de faire la dépose d'enfants. Donc là, ça veut dire qu'elles contreviennent au règlement. Et ça sera le cas aussi ici. La voirie, elle va être élargie. Il y a des acquisitions foncières qui sont en cours pour élargir la voirie et surtout permettre un jalonnement de cette voie par les piétons. C'est-à-dire qu'il y a, pour ceux qui voudront venir par là à pied ou vélo à terre et rentrer, là, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas question que les parents pensent que c'est du coup plus facile de venir par là. Donc l'organisation du site fait que c'est une précaution qu'il est intéressant de soulever, que ça s'entende bien que l'organisation du site prévoit que le dépose minute ne se fasse pas à cette entrée-là, qui est l'entrée choisie pour l'arrivée des cars, et elle a été choisie là parce qu'elle est sur un accès par la zone industrielle et économique et qu'elle ne dérange pas les riverains. Et donc la route, au contraire de Saint-Roch, permettra le dépose minute de ceux qui seront déposés par leurs parents ou qui viendront se stationner par ailleurs sur le parking qui leur est dédié, hein, pour ceux qui veulent venir en voiture et rester à la journée en voiture. Mais l'organisation des accès, c'est une question très importante. Donc on a beaucoup travaillé avec la région. Elle a vraiment bien pris en compte les attentes et nos contraintes vis-à-vis des riverains. Mais là, c'est très important de soulever, comme tu le fais, que non, les voitures ne pourront pas venir s'intercaler prétextant à la proximité du parking Jean Galfion tout proche. Celui-ci était attaché aux fonctionnalités du collège. Et l'arrivée des lycéens n'est pas organisée de ce côté-là, parce qu'il y aurait justement trop d'usagers à ce même endroit. Donc il y a une répartition des entrées, une régulation des entrées qui est bien précise, et il faudra qu'elle soit respectée par tous les usagers qui viendront, que ce soit le professeur, l'agent territorial, le parent, l'élève, tous ceux qui ont à venir à travailler le matin ou venir en cours. Enfin, chacun a son entrée prévue. Celui qui veut venir livrer a une entrée prévue. Enfin, voilà. Ça demande vraiment de l'organisation. Alors, ce qui est intéressant aussi, on parle beaucoup de circulation et c'est primordial, la mobilité. Ce qui est intéressant aussi d'observer sur ce site, c'est que nous avons des voiries existantes qui sont celles desservant tous les espaces, le plateau sportif qui est conséquent, qui est existant. Les accès collèges ont généré aussi d'autres accès. Et puis on a des voiries, des voies vertes qui vont être confirmées en voie d'accès piétons et vélos. C'est intéressant parce que ce sont des ex-voies ferrées. Et là, on va en tirer parti pour en faire de vrais accès piétons-vélos. C'est quand même intéressant. Les riverains ont fait remarquer aussi lors de la présentation la semaine dernière qu'il serait intéressant de réfléchir et d'essayer de voir comment poursuivre l'aménagement que nous allons faire rue du Chardonneret un petit peu plus haut jusqu'au droit du château d'eau, parce que à cette distance encore, ça pourra permettre aux lycéens riverains de venir à pied. Donc ça s'étudie tout cela, hein, ça s'étudie. L'effort en tout cas va être fait au niveau de la rue du Chardonneret jusqu'à l'endroit de la rue Launay, et puis ensuite ça s'étudie pour qu'on puisse assurer une continuité logique, on va dire, pour que
voilà, jusqu'au droit du château d'eau, on peut penser que oui, on peut venir facilement à pied, quoi. Donc on y pensera. Et puis ça participe aussi pour les riverains de meilleures conditions pour cheminer à pied sur cette voie-là. Les aménagements, vous l'avez vu, vont aussi comprendre 3 plateaux. 3 plateaux positionnés pour réguler aussi la vitesse. Ce n'est pas la seule solution, les plateaux, mais parce qu'il y a aussi des traversées à assurer. Donc il y a 3 plateaux d'installer sur cet axe qui va être très fréquenté. Et puis il y a cette organisation de circulation par voie centrale, chaussée, voie centrale banalisée, qui permettent de faire une régulation plus naturelle et plus continue de la vitesse, et pas seulement à l'endroit d'un plateau. Et c'est une nouvelle façon aussi de peut-être d'intégrer progressivement sur nos voiries, parce qu'on n'aura jamais pour toutes la largeur de faire un site cyclable dédié. Donc on est obligé de composer et de signifier qu'il y a 3 usagers possibles sur la route, le piéton, le vélo et la voiture, et qu'on essaye par cette organisation de rééquilibrer la place que chacun doit prendre sur la voirie. Donc c'est un peu l'idée, et nous ne sommes pas les seules communes à expérimenter cela, et ça participe aussi d'une acceptation de vouloir changer son comportement au volant. Quand je circule sur une voie centrale, une chaussée à voie centrale banalisée, si je suis derrière une voiture qui respecte cette vitesse, je ne peux pas la doubler. Elle est sur le milieu de la route, elle roule à la vitesse. Alors que quand je suis à la vitesse 80 sur une départementale et que je roule sur la droite, c'est pas rare de se faire doubler parce que derrière, on a plus pressé, plus rapide, qui veut aller plus vite et qui double. Et c'est comme ça qu'on a aussi des accidents parce qu'en face arrivent parfois sur une mauvaise visibilité d'autres véhicules. Donc on peut penser que ça a des inconvénients, mais je pense que c'est une conduite assez naturelle qu'on nous adoptons déjà sur des voies secondaires qui n'ont, elles, pas du tout de marquage, où on roule déjà sur ces voies secondaires au milieu, et on serre à droite naturellement quand on engage sa voiture dans un virage, on le fait, on ne reste pas au milieu, et on l'engage aussi, on serre à droite quand on a un véhicule qui se présente en face et qu'on a aussi un vélo sur notre droite, on attend que le véhicule passe pour doubler ce vélo, hein. Donc on est déjà dans une conduite naturelle, on n'a rien inventé avec cette méthode-là, hein. Donc c'est une méthode qu'on a déjà nous-mêmes adoptée naturellement quand on est sur une voie secondaire de campagne qui n'a pas de marquage du tout. Donc il n'y a rien de nouveau, mais c'est d'intégrer ce comportement, cette conduite sur des axes principaux maintenant. Voilà. Donc on espère que ce changement, hein, ce comportement au volant va s'adapter aussi aux équipements, aux aménagements de voirie qu'on fera. Moi, je rajouterais aussi qu'il y a aussi une 4e catégorie, c'est la circulation du matériel agricole. Tu as raison de le revendiquer. C'est aussi, ça fait aussi partie du dynamisme de territoire. Et on a quand même notre structure centrale qui est la CUMA, et le bourg qui est entre les deux parties, entre le sud de la commune et le nord. Et il faut quand même, entre les aménagements d'accès du collège plus les aménagements du lycée, ben voilà, quoi, il faut aussi qu'on prenne en compte cette activité. Bon, il y en a quelques-uns. Par contre, les voies partagées, c'est vrai que sur celle qui passe à la Jatte, c'est vrai que quand tu roules en tracteur et qu'il y a une voiture qui est derrière ton cul, bon, tu as les coups de klaxon, tu as des bons gestes, bon, voilà, mais tu respectes. Voilà. C'est tout. C'est la cohabitation de tous les usagers sur la route. On n'a pas la même... voilà. C'est pas facile. Autre remarque à faire sur le projet, ce qui vous a été présenté? Oui, moi je voudrais quand même faire quelques remarques qui dépassent un peu le cadre de la présentation qu'on vient d'avoir. La première, c'est l'étonnement que j'ai de la précipitation dans laquelle ce conseil a été organisé. C'est que ça reste quand même surprenant. Je sais bien que ce n'est pas, je dirais,
de la faute, si l'on peut dire, de la commune, mais enfin, ça reste quand même surprenant. Moi, ça fait un moment que j'ai ça à l'esprit. Je ne peux pas imaginer que la région, sur un projet de 40 millions d'euros, n'ait pas établi un programme général de réalisation, je dirais, de l'ensemble du projet, dans lequel on trouve les phases de travaux, sur lesquelles M. Wallick m'inquiète un peu, parce qu'il me dit que ce n'est pas fini. Quand on sait qu'on va commencer les travaux au mois d'octobre, ça a quand même un caractère un petit peu inquiétant. Et je dirais tous les points d'arrêt, les jalons réglementaires et administratifs qu'il faut respecter. La réunion qu'on a aujourd'hui, elle ne tombe pas du ciel, elle est réglementairement prévue. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'est trouvé dans une précipitation et convocation à 4 jours sur un truc qui normalement aurait dû être prévu. Donc ça, c'est mon premier sujet, je dirais, d'étonnement. Le deuxième sujet d'étonnement, c'est qu'on est aujourd'hui en train de discuter de l'intérêt général d'un lycée à Pontchâteau. Quand on mesure la situation d'avancement du projet, je dirais, les terrains ont été cédés par la commune, il y a eu un architecte, il y a eu des études environnementales. On vient de le dire, on va commencer les travaux au mois d'octobre. Je dirais, discuter de l'intérêt général d'un lycée à Pontchâteau, je dirais, c'est pour le moins étrange quand même. Hein. Ensuite, dans l'exposé qui est fait et dans les documents qu'on a obtenus, il y a des contraintes environnementales qui sont quand même tout sauf négligeables. Je veux dire, d'un certain côté, je suis quand même un peu surpris, je dirais, de cet intérêt, je dirais, brutal pour un terrain, une surface qui jusqu'à présent n'avait pas suscité un intérêt quand même particulier ou extraordinaire. Je veux bien qu'on prenne des précautions, et c'est là où je dis à la fois la commune et la région, dès le départ de ce projet, parce que Daniel, tu le sais bien, on suit ce projet-là depuis un petit moment, dès le départ, c'est un souci majeur, à la fois de la région et de la commune, de protéger l'environnement. Mais les contraintes environnementales qui sont rajoutées par-dessus et qui, je dirais, implique des contrôles d'un ruisseau qui est busé, depuis 50 ans, qu'on va débuser pendant 20 ans, avec deux contrôles par an, et puis des contrôles tous les 2 ans pendant 20 ans, plus des contrôles sur la faune, etc., pendant 20 ans, ça me paraît tout à fait excessif et, en un certain sens, anormal. Derrière ça, il y a une autre chose qui est dite. On va rajouter à l'empreinte du lycée. Je rappelle que le lycée, on a quand même eu du mal à trouver un endroit, et puis il a changé plusieurs fois d'orientation pour pouvoir rentrer dans un espace qui était quand même un peu contraint. On rajoute une zone N de près de 6 hectares, 3 hectares pour le lycée, 6 pour la zone N, qui neutralise totalement la surface qu'il y a autour du lycée. Alors j'entends bien qu'il y a des zones humides, etc., mais il n'y a quand même pas que ça autour du lycée. Donc, je dirais que ça me paraît, encore une fois, je dirais un peu étrange d'aller jusqu'au bout dans ce sens-là. Je ne suis pas contre la protection de la nature. Je pense qu'il y a des précautions qui étaient à prendre, et je pense qu'elles étaient prises. Mais là, on se retrouve quand même avec une sorte de punition environnementale qui est imposée par les services de l'État. Ça, c'est une chose. Et enfin, moi, je voudrais quand même que l'ajout de ces contraintes environnementales, il y a un mot qu'on n'a jamais prononcé, qui est le mot euro. À un moment, je voudrais qu'on arrive à faire un bilan complet de ce que coûte le lycée. Alors, bon, il y a la région, c'est vrai, mais je dirais le poids qui va être porté par la commune est quand même pas tout à fait négligeable. Entre les zones N, les contrôles, je suppose que c'est la région qui va les payer, mais enfin, c'est pas neutre. Il y a tout l'aménagement du parvis qui mérite quand même d'être étudié. Je me rappelle que quand il a fallu faire le parvis du collège, il y avait une subvention du département qui finançait très très largement l'installation et le financement du parvis du collège. Et ce financement-là, aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent au niveau de la région. Donc, je dirais que ça va représenter un poids financier, parce qu'on se retrouve grosso modo au même niveau que le collège, ou peut-être certainement un peu plus cher encore. Donc, ce poids-là, c'est la commune qui va le porter. Et à un moment, il va falloir se poser la question de savoir s'il n'y a pas de généreux sponsors ou d'autres généreux participants, en particulier les communes aux alentours. Donc, c'est des questions quand même
qui rentrent dans le cadre du lycée, qui n'ont pas, je dirais, qui à mon sens n'ont pas un caractère indécent. Il faudra rajouter aussi, je dirais, les conséquences périphériques. Moi, ce qui m'interpelle quand même dans ce dossier et dans les obligations, parce que ce sont bien des obligations environnementales qui nous sont imposées, je dirais que ça ne se discute pas, c'est comme ça, on dit oui, ou si on dit non, ben, le lycée ne se fait pas, ou c'est bien trop compliqué. Donc on n'a même pas la possibilité de dire oui ou non, ou demander des aménagements. Moi, j'ai lu quand même les commentaires qui ont été faits dans l'enquête publique. Je pense au passage que ce serait bien d'avoir un jour un compte-rendu un petit peu de ce qu'a pensé l'enquêteur public. L'enquête publique, il y a des gens qui nous ont dit ah ben, c'est pas là qu'il fallait installer le lycée. Bon, il faudra qu'on m'explique où est-ce qu'on pouvait l'installer autrement sur la commune quand même. Hein. Il y a des gens qui ont dit ah bah ouais mais c'est pas bien, on pourrait attendre 1 an pour faire des études environnementales supplémentaires. Je dirais en se préoccupant absolument pas des délais d'achèvement du chantier ou je dirais de l'intérêt des élèves parce que tout autour de nous, dans la population et pas seulement la population de la commune, il y a des gens qui sont en train de viser l'ouverture du lycée à Pontchâteau. Si jamais l'ouverture ne se fait pas, je dirais il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver confrontés à un certain nombre de difficultés qu'ils n'avaient pas prévues. Donc moi, les conditions environnementales qui sont imposées, je dirais c'est la démonstration par l'absurde que tout ce qui est insignifiant, tout ce qui est excessif n'est pas forcément insignifiant. Il y a quand même des contraintes lourdes qui nous sont imposées dans ce projet, qui est un beau projet. Je me souviens, nous avons rencontré M. Oxiette à l'époque où le projet, c'était une idée virtuelle et on souhaitait pousser pour que ça devienne une réalisation concrète. Je dis qu'aujourd'hui, ben, on y arrive, c'est bien. C'est très bien. Moi, je pense que c'est une évidence. L'intérêt d'un lycée à Pontchâteau, c'est une évidence. Mais j'imaginais pas tomber, je dirais, dans des contraintes de cette nature, obligerait des contraintes qui sont décidées par l'État et sur lesquelles on ne peut rien faire et on ne peut rien dire. Voilà, j'en ai terminé de mon intervention. Je pourrais compléter par un mot classique. Je dirais quand les bornes sont déplacées, il n'y a plus de limite. Ben, écoutez, je vais faire quelques petites remarques, peut-être une première pour expliquer effectivement que nous ayons reconvoqué un conseil municipal très rapidement. En fait, vous le savez, le dossier a fait l'objet d'une mise au débat public. Hein. Donc, un commissaire enquêteur a été nommé. Il a rendu ses conclusions. Et dans ses conclusions, il indiquait que pour le lycée, il émettait un avis favorable avec réserve. Et la réserve était celle concernant la mise en place d'une concertation au plus tôt afin d'examiner les améliorations qui pourraient être apportées sur certains points cités au dossier environnemental, notamment sur des mesures compensatoires environnementales. Donc, la région a répondu qu'elle prenait acte de cette demande, que bien entendu, elle allait lever cette réserve en confirmant la mise en place d'un comité scientifique. Et en fait, ce courrier a été envoyé une première fois le 27 juillet à la préfecture et il a été suivi, ce courrier, d'un rectificatif. Et ce rectificatif indique qu'en complément du courrier envoyé donc à la préfecture, elle voulait préciser que le dossier d'autorisation environnementale était porté par une comaîtrise d'ouvrage, en fait, et non pas une maîtrise d'ouvrage seule du Pays de la Loire, mais une comaîtrise d'ouvrage, où la commune de Pontchâteau participera au même titre que la région au comité scientifique. Alors, dans le précédent courrier, nous n'apparaissions pas en tant que telle ville de Pontchâteau dans le comité scientifique. Et donc dans le courrier rectificatif, nous sommes bien membres du comité scientifique au titre de notre comaîtrise d'ouvrage, s'agissant de ce que tu expliquais tout à l'heure, le financement et l'aménagement des espaces d'accueil de cars et du parvis du lycée. Au passage, un peu plus de 2 millions d'euros, 2,2 millions d'euros,
d'investissement que portera la commune et partenaire du territoire pour ce lycée. Donc en fait, c'est ce rectificatif qui a de fait généré la nécessité de délibérer, ce qui n'était pas prévu au départ. Ça concernait uniquement le maître d'ouvrage qui était seul le Pays de la Loire. Et comme nous sommes co-maîtrise d'ouvrage, nous sommes assignés à la même réglementation. Et donc on doit délibérer sur le caractère d'intérêt général, puisque nous sommes aussi un maître d'ouvrage, co-maître d'ouvrage. Voilà, c'est ça la raison. Cette co-maîtrise d'ouvrage au départ n'avait pas été annoncée comme telle. Elle était uniquement portée par la région qui, elle seule, devait délibérer de cet intérêt général. Le fait que nous soyons ajoutés au comité de suivi en tant que ville de Pontchâteau en tant que tel a généré ce détail administratif que nous rectifions ce soir également par voie de conséquence, on va dire. C'est pour ça. Donc ensuite, délibérer rapidement, c'est aussi permettre la production de l'arrêté du préfet pour engager les opérations. Je dis opérations et pas travaux. La première opération sera donc de pouvoir faire le déplacement des espèces protégées. Donc c'est pour cela que nous délibérons voilà, dans la suite logique de la procédure du dossier. Sur ce que tu as évoqué concernant les mesures environnementales, eh bien, c'est l'occasion de dire que ce dossier a été, sur ce point-là, regardé avec beaucoup de soin de la part des pays de la région, la collectivité, le Pays de la Loire, de la commune aussi. Donc, on peut toujours se sentir insatisfait et il y a encore des points à améliorer. Et les associations protectrices de l'environnement ont fait valoir leurs remarques à l'occasion de l'enquête publique. Ces remarques ont été consignées, le commissaire enquêteur en a tenu compte et le comité de suivi qui va être mis en place pour assurer un suivi pendant 20 ans, la commune de Pontchâteau a indiqué qu'elle y prendrait une part active, mais pas seule évidemment, mais qu'elle y prendra une part active et que c'est l'occasion d'engager un dialogue aussi, non pas de défiance, mais un dialogue de partage donc, de connaissances aussi et de suivi sur le volet environnemental au sein d'un même comité, travaillant ensemble avec à la fois des associations environnementales, je peux les nommer. Ce comité scientifique sera quand même très diversifié. Il y aura bien sûr donc les co-maîtrises d'ouvrage, la ville de Pontchâteau et puis la région. Il y aura l'ADREAL, la DTTM 44, donc la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, qui sera donc bien entendu membre de ce comité scientifique, la région Pays de la Loire, le parc régional de Brière, la LPO 44, Bretagne vivante, pour sa délégation de Loire-Atlantique, Brivet Initiative Santé Environnement, l'association BISE, le syndicat du bassin versant du Brivet SBVB, et puis des experts extérieurs dans ces fonctions thématiques sur le volet environnemental qui seront abordés. Donc là, on est quand même, je ne sais pas ce qu'il en est pour d'autres projets, mais dans un dispositif quand même garantissant un suivi de qualité des mesures compensatoires que nous allons mettre en place et qu'on se propose aussi d'améliorer chaque fois qu'il est possible. Alors, pour ceux qui avaient indiqué que le volet environnemental avait été négligé, tu l'as rappelé, nous allons certes avoir une artificialisation, pas faire autrement pour installer cet équipement d'intérêt général, mais en contrepartie, il y a une compensation forte qui est près du double, puisque des espaces qui avaient été sur une réserve foncière qui a démarré il y a plus de 30 ans, il faut le dire. L'orientation et le lieu de ce lycée ne date pas d'hier, il n'a pas été pris, lui, dans la précipitation. Il est forcément le résultat, équipe municipale après équipe municipale, d'une volonté de se constituer une réserve foncière de qualité. À cet endroit, je le rappelle, on accueille un plateau sportif et scolaire, donc le collège, le lycée, et un plateau sportif qui sert les deux
entités et qu'il faudra compléter avec l'appui de la région pour pouvoir y accueillir les lycéens. 1000 lycéens qui débarquent à proximité de ces équipements, on a fait le point sur leur taux d'occupation. Il est évident qu'il faudra les compléter, mais quand même, on n'est pas en train de reconstruire spécifiquement pour le lycée en artificialisant d'autres espaces. Au contraire, on vient créer de la mutualisation renforcée, puisqu'on se propose de ne construire que le juste nécessaire pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces lycéens avec les autres scolaires déjà sur le plateau, et puis d'avoir aussi une mutualisation pour les associations le soir. Donc on a fait ce choix de ce lieu, donc des parcelles qui avaient été orientées depuis très longtemps dans une orientation UE ou UL, loisirs, équipement d'intérêt général. C'est l'orientation qui avait été donnée à ces parcelles depuis très longtemps. Eh bien, ce qui ne sera donc pas utilisé maintenant, on le sait, puisqu'on arrive à l'occupation définitive, on va dire, sur ce plateau. Il y aura donc 2 gros équipements scolaires, les équipements sportifs attenants. Donc les zones qui restent libres, on se propose effectivement de pouvoir leur donner une destination à vocation naturelle et environnementale. Donc oui, il y a une compensation de qualité par rapport à ce lycée. Alors pour rappeler et pour conclure, alors sur le prix d'acquisition, elles ont été acquises suivant l'orientation donnée par les domaines. Et donc on est sur des taux d'acquisition qui sont des taux indication des domaines, mais au plus entre 0, je crois, 0,49 le mètre carré à 2,50 € le mètre carré. Parce que c'est une orientation et un zonage d'intérêt général. Donc voilà, on est sur des acquisitions qui étaient en rapport, donc de faible montant et en rapport avec les orientations de France Domaine, et parce qu'on était sur des zonages destinés à accueillir de l'équipement public. Sur ce qui nous occupe ce soir, c'est de conclure pour pouvoir, donc à notre tour en tant que co-maître d'ouvrage, pouvoir conclure et délibérer sur ce projet à caractère d'intérêt général. Pourquoi? Parce que vous l'avez là sous les yeux, il va répondre, il est caractérisé par la nécessité de développer ces infrastructures scolaires en adéquation avec la croissance démographique du territoire. Ce lycée, depuis plus de 30 ans, est attendu. Et depuis plus de 30 ans, nos collégiens, toujours dans un effectif croissant, prennent le car, la route chaque matin. Et donc, à cet endroit, il n'y a pas de débat. Et effectivement, il manquait un lycée. Et c'est tant mieux que nous puissions enfin bientôt pouvoir en faire l'ouverture. Il doit répondre aussi à l'intérêt des lycées et à la nécessité de créer des équipements scolaires de proximité pour réduire ces temps de transport et ces nuisances aussi occasionnées par le transport. Et puis de pouvoir aussi proposer des formations de qualité aux futurs lycées dans un cadre propice à leur réussite. Le projet de construction du lycée et d'aménagement de ses abords a été conçu et sera réalisé en appliquant strictement l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement, de gestion et de suivi. Et je vous l'expliquais à l'instant en détail, on s'y emploie et on s'y emploiera. Et donc, au regard de ces éléments détaillés dans la note de présentation qui vous a été jointe au dossier, il convient ce soir de se prononcer sur la déclaration de projet au titre du Code de l'environnement. Je voudrais juste préciser une petite chose pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des personnes qui se sont fait spolier. Quand on parle de 0,49 à 2,50, les 0,49 centimes, c'était en 1984. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence de prix assez importante. Donc quand les parcelles ont été vendues dans la même période, c'est au même prix. Puis le prix a évolué en fonction des années. Donc c'est comme depuis 84 l'acquisition est en train de se faire par la commune sur ce point, donc c'est pas une nouveauté effectivement. Oui, et puis dans les parcelles qui ont été achetées, c'est pareil, il y a des parcelles qui étaient déjà classées en N, donc en N on peut rien faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une différenciation.
Oui, mais enfin, mon idée, c'était pas de parler de la scolarisation ou pas des gens auxquels on achetait, pas du tout. Mais enfin, j'observe quand même que le lycée, ce lycée, il a beaucoup voyagé sur le terrain depuis l'origine. Le lycée, aujourd'hui, formellement, il occupe pratiquement 10 hectares. C'est pas tout à fait rien. C'est plus du double de ce qui était prévu à l'origine. Quand tu dis 10 hectares, avec les compensations, tu veux dire avec les compensations, avec les terrains? Oui, avec tout. Oui, non, avec les compensations. Et ce ne sera pas artificialisé sur 10 hectares. Non, il ne sera pas sur 10 hectares, mais il occupe un espace directement ou indirectement de 9 hectares pour être précis. Oui, une partie en zone naturelle. Oui. Sur ce plateau, 3 endroits, 3 zones étaient pressenties. La zone 1 était celle, pour être très clair, près du stade anciennement Pichon. Elle ne présentait pas la surface en mètres carrés suffisante et en plus elle était grevée de zones humides. Donc ce n'était pas là le lieu possible. La deuxième zone n'était pas dans les distances demandées par la région, 100 mètres de part et d'autre de la ligne haute tension qui traverse le site. Donc la zone 2 n'était pas non plus davantage une zone possible pour y installer le lycée. Donc la zone où va être retenue au final est donc elle bien à 100 mètres de la ligne haute tension et donc et c'est pour cela que le choix a abouti à cet endroit. Ça n'a pas été simple, effectivement, de trouver l'endroit adapté pour, mais nous y sommes parvenus avec aussi les efforts de la région pour nous accompagner et donc trouver une solution. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est le résultat d'une longue anticipation sur la réservation foncière. La réserve foncière, c'est une longue anticipation de plus de 30 ans et ce n'est pas un déplacement aisé que de pouvoir, au pied levé, dire et décréter que le lycée devrait se faire ailleurs. C'est très bien, c'est une bonne idée, mais faites-le donc ailleurs. Eh bien, c'est repartir pour encore 30 ans, puisque pour installer un lycée, au final, comme tu l'indiques, il n'occupe que 16 355 mètres carrés. Alors c'est conséquent, mais en même temps, il y a un lycée général, technologique et professionnel. Il y a quand même une certaine concentration, malgré tout, de 3 enseignements très distincts au même endroit, que effectivement, c'est sur une emprise totale de 3,3 hectares, et qu'au total, on y met une compensation qui nous emmène, grosso modo, à, on a dit, 10 hectares. Alors, évidemment, on n'a pas d'autre endroit sur la commune qui nous permettent d'accueillir à la fois le lycée, son emprise foncière et sa compensation, comme ça, prêt à servir. Hein. C'est le résultat d'une anticipation de longue année. Donc, l'idée de dire « c'est très bien, mais faites-le ailleurs », ce n'est pas une idée faisable. Enfin, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas faisable. Donc, je ne sais pas, pour les générations à venir, quels seront d'autres équipements d'intérêt général comme cela, s'il y a des équipements scolaires à trouver, c'est le résultat d'une anticipation. En tout cas, un lycée, c'est quand même quelque chose de conséquent et ce n'est pas simple du tout de pouvoir trouver le lieu où il va pouvoir se dérouler, s'installer. Ici, on a une proximité existante, sans artificialisation supplémentaire, de gymnases, de plateaux d'athlétisme. On a 2 gymnases. Tout cela va cohabiter de manière à servir en mutualisation au maximum les intérêts des collégiens, des lycéens, des écoles primaires environnantes, des associations le soir, etc. Donc on n'est pas en train d'artificialiser en plus. Donc on avait vraiment des atouts et une compensation sur laquelle on n'a pas négligé nos efforts. Voilà. Alors, on en vient quand même à notre délibération. Et donc, après tout ce qu'on s'est dit, eh bien, je vais vous proposer de vous prononcer sur l'intérêt général du projet. Et donc, de rappeler, voilà, au titre de cette délibération et de la déclaration de projet dont on vous rappelle l'article L126.1 du Code de l'environnement, de confirmer l'intérêt général de l'opération de construction du futur lycée polyvalent à Pontchâteau, de confirmer la volonté de la commune de Pontchâteau de réaliser les aménagements connexes au lycée tels que la plateforme et la voie d'accès par les cars scolaires, 25 véhicules, de confirmer donc l'aménagement du parvis public en prolongement du parvis du lycée, des espaces paysagers et des cheminements doux,
Voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération. Si vous en êtes d'accord et qu'il n'y a pas d'autres remarques, je vais appeler les votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération? Alors je crois que l'instant est tellement symbolique, j'appelle les votes pour. Voilà. Très bien. Merci. Et je crois que c'est une belle conclusion. Voilà, j'espère que nous pourrons. Merci. Eh bien, il nous reste à vous dire qu'on se retrouvera très bientôt de nouveau, donc le 20 octobre. Le mercredi 20 octobre à 18h30, ce sera donc le prochain conseil municipal. Et puis le mercredi 8 décembre à 18h30. Voilà. Voilà, très bien. Écoutez, merci à tous et bonne soirée. Merci.